Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et experte en prise de parole en public. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix pour lui donner de la visibilité. Si vous souhaitez être informé de mon actualité et assister à une prochaine conférence ou un atelier, je vous invite à vous abonner à mon newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de solitude. En fait, je fais un petit peu un rappel par rapport à l'épisode que je vous ai proposé cet été dans la série Summertime. Et par rapport au retour que j'ai eu, certaines personnes m'ont dit en fait, c'est chouette de pouvoir expliquer un petit peu. C'est vrai, quand on se retrouve seul, c'est pas toujours évident. Et en fait, je voulais faire un petit focus sur cette notion de solitude. Nous vivons dans une société qui stigmatise certains types de personnes. Et lorsque l'on a vécu en couple pendant des années, le fait de changer ce statut suite à une séparation, une rupture, enfin tout ce que vous voulez, et de se retrouver seul, et dans l'imaginaire collectif, on change de place. Et pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est pas une situation toujours évidente. Alors je vais essayer d'être claire dans mes explications. Je vais vous prendre différents domaines qui, moi, m'ont un peu interpellée dans la manière de devenir célibataire et de vivre avec cette solitude. Déjà, la première chose importante, en préambule, ce que j'aimerais partager et poser un petit peu le contexte, c'est que je fais vraiment la distinction entre une solitude choisie et une solitude subie. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de solitude subie. C'est-à-dire que j'ai une situation personnelle, je vis en couple avec un binôme, et du jour au lendemain, ma vie bascule et je me retrouve toute seule. La première chose qui se passe, c'est qu'on se sent anéanti. Émotionnellement, c'est très compliqué parce que parfois on n'a pas vu venir la rupture, on se demande ce qu'on a fait, on se culpabilise de ne pas avoir assez fait et on essaye de comprendre. On essaye de mettre des mots sur un mal qui existe à l'intérieur dedans. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On se dit qu'il y a peut-être eu des signes avant-coureurs. Enfin bref, on peut être submergé par le chagrin et on peut être aussi complètement anéanti parce que c'est notre équilibre, notre monde qui s'écroule. Ça, j'allais dire, malheureusement, c'est le premier effet qui se coule. Déjà, important à comprendre, c'est que il est inutile parfois de se battre, j'allais dire contre des moulins à vent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une relation et que la personne part parce qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, même si ça fait extrêmement mal, elle ne reviendra pas. Notre première réaction, c'est d'essayer de recoller les morceaux, de faire en sorte que on va essayer de discuter, de communiquer, etc. Si on arrive à ce point de rupture, c'est qu'en fait, il y a des épisodes auparavant qui ont fait qu'on n'était peut-être pas en phase et qui ont amené à cette séparation. Donc ne vous le culpabilisez pas. C'est déjà suffisamment difficile de se retrouver seul. Ça ne sert à rien de retasser, de retourner dans votre tête dans tous les sens ce que vous auriez dû faire ou pas faire, accepter, pas accepter. Bref, la situation est telle qu'elle est. À l'instant T, ce qui va être important, c'est de tout faire pour que vous puissiez, j'allais dire, repartir sur de bonnes bases et vous honorer, en tout cas prendre soin de vous. Parce que quand on a une situation comme celle-ci, où on se retrouve seul, où on vit un chagrin d'amour, ça peut être n'importe quelle époque de vie, qu'on soit plus ou moins jeune, il n'y a pas de sujet, ça fait mal quoi qu'il se passe. Ce qui va être important, c'est vraiment d'être attentif à ce qui va vous faire du bien. Vous avez tous et toutes entendu la phrase déjà « Ah, bah c'est pas grave, un de perdu, 10 de retrouvé ». Quand on est triste, quand on est malheureux, quand on vient de perdre la personne qu'on aimait le plus au monde, ou en tout cas qu'on pensait qu'on ne pouvait pas aimer encore plus, ça sert à rien, à part remettre un peu plus de liquide piquant sur la douleur. Et franchement,
quand on est dans cette situation ou quand on a quelqu'un qui vit cette situation, la seule chose qui va être vraiment essentielle, c'est de prendre soin, d'offrir une écoute, une épaule, des bras, d'être réconfortant. Parce qu'en fait, le fait de dire «Oh, un de perdu, 10 de retrouvé, t'inquiète pas, c'est pas grave», on anesthésie la douleur, on anesthésie le chagrin, on anesthésie cette plaie béante qui nous a fissuré le cœur dans tous les sens ou parfois qui a explosé en 1000 morceaux. Et ce dont on a le plus besoin à l'instant T, c'est d'être considéré dans notre chagrin. D'expliquer à quelqu'un, et on l'a tous fait, je l'ai fait également, il n'y a pas de sujet, de dire «Ah mais t'inquiète, tu sais, je suis passée par là, il y a une vie». Et je le sais, moi aussi, parfois je le dis, il y a une vie après le divorce. Mais quand on est en plein dans le creux de la vague, c'est pas ce dont on a envie d'entendre. C'est pas du tout ça. Ce dont on a besoin, c'est qu'on nous entende, qu'on nous considère, qu'on prenne soin de ce chagrin et qu'on laisse les larmes passer, se déposer, etc. Parce que c'est vraiment hyper important. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. Donc je parlais en début d'épisode de ce changement de statut. C'est-à-dire que une fois, j'allais dire, les larmes séchées, etc., et vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure, cette rupture va prendre énormément de place dans votre quotidien. Et puis un petit peu à la fois, le temps va faire son œuvre pour que vous puissiez rebondir et reprendre votre place et honorer la belle personne que vous êtes. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a fonctionné en mode binôme pendant pas mal de temps. Parfois 3 ans, parfois 5 ans, parfois 10, parfois plus. Et j'allais dire, la durée de la relation n'est pas équivalent forcément à la douleur que l'on ressent quand cette situation nous arrive et qu'on se retrouve tout seul. Par contre, une fois qu'on a digéré, en tout cas si on peut digérer parfois ces séparations, ou cette douleur, parce que parfois il y a derrière ça, il y a de la trahison, de la tromperie, enfin bref. Le fait d'être seul va nous amener à reconsidérer complètement notre équilibre. Je m'explique. Pendant des années, vous avez vécu en couple et vous avez partagé des tâches. Je m'explique, c'est que peut-être que c'était votre conjoint ou votre binôme qui, quand vous partiez en vacances, conduisait sur des longues distances. Lorsque vous partiez en week-end ou chez des amis, c'est cette personne qui conduisait le soir, la nuit, etc. Et vous avez vécu dans un confort de partage de tâches. Et là, ce qui se passe, au-delà du chagrin, c'est que vous êtes en train de vous dire « mais comment je vais faire ? Comment je vais faire désormais pour partir en vacances, aller chez des amis le soir ?» Et vous vous sentez complètement démuni, tout simplement parce que votre première réaction, c'est de ne pas vous sentir capable de faire les choses. C'était l'autre qui faisait. Et je voudrais simplement amener un point de vigilance là-dessus, c'est que ne laissez pas cette sensation de manque de compétences ou de je ne sais pas comment je vais faire, prendre le dessus, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tendance à vous isoler, à refuser les invitations, à ne pas oser prendre votre voiture pour vous déplacer, etc. Parce que pour vous, ça va être quelque chose d'extrêmement difficile et compliqué. Parce qu'en plus, on va rattacher les sorties chez les amis, les week-ends, les vacances à cette relation de couple qui n'existe plus. Et il va être vraiment important pour vous, pour pouvoir passer à autre chose et faire des petits pas dans votre quotidien, de vous réinventer et de ne pas attacher chaque situation à cette situation de couple qui vient de se terminer. Dans les premiers temps de la rupture, je sais, c'est très difficile. Mais là, vraiment, ce que j'aimerais vous mettre en lumière, c'est que vous saviez le faire avant. Vous saurez le faire après. C'est simplement un nouveau paradigme, une nouvelle façon d'appréhender la vie, la situation qui va vous amener à faire les choses autrement. Donc, s'il vous plaît, ne vous empêchez pas d'aller chez des amis, de vivre, de partir en vacances, en week-end ou de faire ce que vous avez envie parce que vous vous retrouvez toute seule ou tout seul. De plus, aujourd'hui, il y a énormément de possibilités. Vous pouvez prendre des transports en commun. Enfin voilà, il n'y a pas que la voiture, sauf si vous habitez vraiment dans une région isolée. Mais même si vous êtes dans une région isolée, ne laissez pas cette rupture venir entacher votre quotidien plus qu'elle ne le fait dans votre cœur. C'est-à-dire que
dans votre manière de réaménager votre espace, votre vie, de reprendre un petit peu votre place, ben c'est simplement aussi de vous rendre compte que vous avez peut-être laissé ce partage de tâches sur la conduite parce que c'était facile, parce que c'était monsieur qui conduisait, et qu'en fait vous êtes tout autant capable que lui de lire, j'allais dire une carte routière, mais avec les applications aujourd'hui, il n'y a plus besoin de lire une carte routière, mais vous êtes capable de mettre un GPS, vous êtes capable de prendre la route, vous êtes capable de programmer des week-ends, des vacances, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que il y a quelques années, quand moi je me suis séparée, j'ai rencontré par la suite des amis qui, se retrouvant dans la même situation, n'osaient pas prendre des longues routes, ne serait-ce que faire 1 heure de route avec l'autoroute, pour elle c'était compliqué parce qu'en fait tu comprends, c'est mon conjoint qui conduisait. Donc moi prendre la route avec les enfants, ben, je me sens pas capable. En fait, c'est pas de vous sentir capable, c'est que vous n'allez pas vous arrêter de vivre parce que la situation s'est fanée. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir vous réapproprier votre façon de faire. Peut-être que ça fait des années que vous avez décidé de partir en vacances dans telle et telle région parce que votre conjoint ou votre binôme avait décidé que voilà, c'était une région qu'il appréciait ou qu'elle appréciait tout particulièrement. Et qu'en fait, vous vous dites, mais ouah, c'est peut-être l'occasion pour moi de faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Autre chose aussi, et ça c'est plus pour l'anecdote, vous savez, sans faire forcément de généralité, messieurs, si vous écoutez, ne prenez pas ça personnellement, mais vous savez que certaines personnes ont un rapport très fusionnel ou, voilà, avec leur voiture et que c'est quelque chose qui est extrêmement précieux à leurs yeux. Et je me souviens, il y a des années, ma fille avait 3 ans, donc il y a plus de 22 ans de ça. Je la dépose à l'école et voilà, il venait de neiger, c'était en plein hiver. Et au moment de tourner pour sortir de ma place de parking et de rentrer à l'appartement après l'avoir déposée à l'école, la neige, en fait, elle venait de tomber, donc elle était vraiment tassée et c'était assez glissant. Et au moment de tourner mon volant, ce qui s'est passé, c'est que mon volant, j'ai tourné le volant, mais la voiture n'est pas du tout allée dans la direction que j'avais choisie, c'est-à-dire sur la route, mais elle est s'encastrer dans une voiture. Et mon premier réflexe, c'était « Ah là là, ma voiture, elle est abîmée, etc. » Et je vous assure, le deuxième effet qui se coule, pour le coup, que j'ai eu, c'est de me dire « Oh, mais quel bonheur! Je vais pouvoir rentrer à la maison sans me faire sermonner parce que j'ai embouti ma voiture. » Ça paraît tout bête, mais quand on vit avec quelqu'un qui nous fait des remarques sur la voiture, la rayure, qui fait 3 fois le tour du propriétaire pour vérifier qu'il n'y ait pas une griffure, un machin et bidule, la première réaction que j'ai eue, c'était « Ah mince, j'ai explosé la voiture !» Et la deuxième réaction, et je vous le partage parce que vraiment j'ai trouvé ça amusant et du coup ça a fait la fin de ma journée, c'est de me dire « Mais quel soulagement, je suis célibataire, je vais rentrer chez moi et personne ne va me faire de remarques désobligeantes sur le fait que j'ai explosé le phare avant de ma voiture. » Et donc voilà, je vous partage ça aussi parce que, pour la petite histoire, c'est que ça a des avantages. Il n'y a que nous avec nous. Donc voilà, on n'est pas obligé de justifier un retard, quelque chose, pourquoi il y a une griffe supplémentaire sur la voiture, enfin bref. Donc c'est important parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous avez été conditionné par rapport à la personne avec laquelle vous viviez. Autre chose également, ce qui a été plutôt difficile de partir seul en vacances, et même si j'ai fait un épisode sur ce sujet, c'est qu'en fait, ce qui m'a posé souci, moi, c'était de devoir partager ma fille à l'époque. Et c'est vrai que, étant fusionnelle avec ma fille, c'était important pour moi les vacances, etc. Donc quand je partais sans elle, c'était difficile. Par contre, ça ne m'a pas empêchée de partir seule. Et même si au début, c'est un petit peu difficile parce que on se retrouve vraiment toute seule, on ne sait pas où aller, on va devoir affronter le regard de l'autre, parfois on va en club, il y a des gens qui sont en couple et du coup on nous regarde un peu bizarre, etc. parce qu'on est toute seule. Ce que j'ai trouvé appréciable, c'est qu'en fait, je m'autorisais à faire des choses dont j'avais envie moi. C'est-à-dire que si vous avez envie de partir en rando sur le chemin de Saint-Jacques, vous pouvez. Si vous avez envie de partir qu'entre filles, vous pouvez. Si vous avez envie de vous faire une retraite ou de partir dans un pays que vous ne connaissez pas, vous pouvez.
Le fait de se retrouver seul, c'est qu'on n'est plus dépendant d'un avis quelconque. Vous avez cette capacité à faire les choses pour vous. Et quand on a été maman ou parent, je parle pour les parents solo, papa ou maman, il n'y a pas de sujet non plus, c'est qu'en fait, vous prenez un peu de recul et vous vous dites « Waouh, je vais enfin, pendant cette semaine où je suis seule, ou ce week-end où je suis seule, hein, parce que ça peut être aussi ça, le fait de se retrouver seule en week-end et devoir affronter notre mal-être au quotidien, le temps d'un week-end, c'est pas forcément simple. Vous allez vous rendre compte que de pouvoir penser juste à vous, de pouvoir bouquiner pendant 3 heures si vous avez envie, de ne pas être obligé de penser à faire des courses, l'intendance de la maison, la logistique, etc. Waouh, mais quel bonheur, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et ça aussi, lorsqu'on se retrouve célibataire, eh ben, ça fait partie, j'allais dire, des avantages non négligeables. Ça guérit pas le cœur, je vous assure, je suis d'accord. Par contre, de prendre le recul et voir les choses sous un autre angle en disant waouh, mais en fait là, je vais pouvoir faire ce que je veux. Il n'y a personne qui va m'obliger avec un emploi du temps chargé à devoir aller répondre à des obligations personnelles, aller chez les beaux-parents, etc. Non, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que si j'ai envie de buller pendant tout un week-end, de me faire les séries non-stop sur Netflix avec mon plaid, mon chocolat chaud et mes biscuits favoris, je peux. Et ça aussi, c'est quelque chose que on ne prend pas forcément en compte parce que quand on se retrouve tout seul, on est plutôt submergé par le chagrin. Et là, c'est le premier petit pas qui va vous amener à vous rendre compte que finalement, eh ben, cet espace devenu libre, vous allez pouvoir l'occuper avec des choses pour vous. Parce que ça, c'est vraiment des choses qui vont être importantes pour vous. Autre volet aussi du célibat que j'aimerais mettre en lumière, et quand on est en couple, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est que vous allez, comme je l'ai dit, changer de statut. C'est-à-dire que dans votre entourage, vous avez un cercle d'amis qui est composé de personnes en situation de couple. Peut-être avez-vous des célibataires, et vous allez vous rendre compte que quand on devient célibataire, ce changement de statut nous amène à ne pas forcément profiter des mêmes moments de partage avec nos amis. Je m'explique. Pour avoir partagé, l'avoir expliqué à mes amis qui étaient en couple, quand moi je me suis retrouvée toute seule, j'allais dire le timing et le rapport aux autres va changer. Je suis quelqu'un qui naturellement a beaucoup de contacts, de réseaux, de cercles, des amis, etc. Voilà. C'est ce que j'ai toujours fonctionné comme ça, j'adore voir du monde, il y a beaucoup de monde qui vient à la maison, voilà, j'ai toujours aimé être entourée. Sauf que, ce que je n'avais pas identifié à l'époque, c'est que le fait de devenir maman solo allait m'amener à revoir mon emploi du temps. En tout cas, les autres allaient revoir leur emploi du temps par rapport à moi. Je m'explique. C'est qu'en fait, je pouvais être amenée à être invitée chez des amis du lundi au jeudi. Alors c'était sympa, on pouvait se retrouver lors des after-work le jeudi ou le mardi soir, etc. Le mercredi, c'était plutôt mes activités où je restais avec ma fille, etc. Par contre, en devenant célibataire, eh ben, je me suis fait la remarque que je n'étais pas forcément la bienvenue le week-end ou le vendredi soir. Alors pas que j'étais devenue une pestiférée, non, parce qu'en fait, en ayant échangé avec mes amis en couple, ils ne se rendaient pas compte que le fait de devenir célibataire ne me donnait plus accès à certains créneaux. Juste la semaine, le midi ou le soir, mais pas le week-end. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on est une femme, alors vous pouvez me dire en commentaire si c'est des choses que vous avez vécues, en tout cas moi je me suis aperçue que, et c'est toujours parfois valorisant, parce que quand on se retrouve célibataire et qu'on vient de se faire larguer, bah, c'est pas évident de se dire qu'on va bien, qu'on est belle, qu'on est ceci, cela, et ben nos amis, eux, ils nous voient sous un autre angle. C'est-à-dire que par rapport aux couples, plutôt les femmes des couples que les hommes, on n'est plus invité parce qu'on peut être un danger potentiel. Je vous avouerai que quand on vient de se faire larguer, on n'a pas trop envie, et en tout cas, moi, c'est des principes, on ne va pas sur les plates-bandes des autres. Mais je voulais vous préciser ça parce qu'en fait, les gens qui sont en couple, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, vous vous en rendez pas compte, pensez à inviter vos amies quand elles sont célibataires, parce que parfois, elles ont juste besoin de soutien, elles ont juste besoin de passer un bon moment, et elles ont besoin aussi de se sentir
aimer encore et de faire partie de la bande. C'est pas parce qu'en fait le couple a explosé que vos amis ne sont plus vos amis. Et parfois, ce qui est compliqué, et ça, je vous invite à ne pas prendre part, parce qu'on ne sait plus, c'est l'un, c'est l'autre, voilà, etc. C'est compliqué parfois, parce qu'il y a des gens aussi qui se rendent pas compte, ils disent, ah ben tiens, vous êtes séparés, mais je vais inviter les deux. Ou alors, ils veulent surtout pas inviter les autres, l'un ou l'autre, et ils veulent pas avoir de problème. C'est pas vos histoires, en fait. Si vous avez des amis et qui sont, voilà, pour vous, ils sont importants, quel que soit leur statut, ouvrez-leur la porte, ouvrez-leur votre cœur, ouvrez-leur vos bras, parce que quand on se retrouve tout seul, c'est vraiment de la chaleur humaine dont on a besoin, de se sentir exister, de se sentir considéré, et aussi éviter de donner des conseils. Là, je vous parle simplement d'un vécu personnel. On vit tous des séparations avec notre histoire, notre vécu. Ça va raviver des plaies, ça va raviver des situations passées. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Je voulais juste vous dire que d'être seul, c'est pas une fin en soi et que c'est un passage qui fait partie de la vie. Il y a des personnes, suite à une séparation, vont trouver chouette d'être seules et de se dire, ben, finalement, maintenant, j'ai mon environnement, ma façon de fonctionner et ça me va très bien. Et il y en a d'autres qui auront besoin de se retrouver en couple. Chacun fait comme il l'entend. Et je voulais simplement faire ce focus en vous disant que ce changement de statut peut changer le regard que les autres vont avoir sur vous, peut changer les relations et va peut-être aussi changer votre relation à vous-même. Donc je vous invite à prendre le recul nécessaire pour prendre soin de vous, tout simplement, et honorer la belle personne que vous êtes. Laissez aussi ce chagrin sortir parce que, comme on dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et plus vous allez laisser les choses sortir de vous, moins vous allez rester dans une émotion de tristesse. Et ce que vous pouvez faire aussi, ça peut être tout simplement de noter tout ce qui vous passe par la tête. Et cette émotion, bah oui, on est triste, on a le droit d'être triste. On n'a pas à se culpabiliser d'être triste. Et avec le temps, parce que le temps fait son œuvre, les larmes vont se tarir, le sourire va revenir et vous allez vous rendre compte que la vie mérite d'être vécue. Je vous invite à découvrir l'écosystème Deviens artiste de ta vie, dont vous trouverez le lien en commentaire. Sur ce site, vous allez retrouver l'ensemble des ressources que je mets à votre disposition, ainsi que les programmes et services que je vous propose. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi.